Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs et spectateurs, vous êtes sur la chaîne de Vérité Avenir et au menu de cette émission, je vous propose pour l'entrée le Mercosur. Vous vous rappelez l'accord de libre-échange dont on a parlé avec l'Argentine et d'autres pays qui veulent envoyer des produits vers l'Union européenne, et pour ce faire il faudrait descendre les taxes douanières et être plus léger sur l'alimentation qui viendrait chez nous. C'est-à-dire se retrouver sur nos stands de marché avec du bétail qui a été boosté par des hormones et d'autres choses de croissance, qui se retrouve avec des antibiotiques en veux-tu, en voilà, et nourri toute la journée aux OGM. En clair, ce qui est décidé, c'est de mettre de la merde dans notre assiette. Et qui on retrouve ce 6 décembre 2024 a validé une décision contre certains États? Bingo, Ursula von der Leyen. Moi qui pensais que l'Union européenne avait été une construction pour une harmonie entre les pays, que depuis l'accord du libre-échange entre le charbon et l'acier, eh bien on avait eu des tas de progrès qui nous permettraient une certaine solidarité. On voit qu'en fait c'est pas du tout le cas et que l'Union européenne travaille à nous imposer un agenda précis. Alors, sur l'immigration, c'est le plan Kalergi, c'est également la main de Soros avec son Open Society des Karl Popper et compagnie. Sur le plan économique, eh bien on retrouve encore George Soros, qui en attaquant avec d'autres fonds financiers, la Banque d'Angleterre a permis de mettre fin au serpent monétaire, au système monétaire européen, pour nous pousser à l'euro. L'euro qui a endetté tous les pays, et on s'aperçoit que les directives ne sont pas en faveur de notre souveraineté, mais pour, à la place, mettre une nouvelle entité qui serait l'Union européenne qui prend toutes les décisions. Donc on va se pencher sur ça au tout début. Après, dans notre menu, on a le plat de résistance avec Isabelle et Saporta, le livre de l'agriculture, le livre noir plus précisément, et on le continuera et le terminera. Et pour conclure notre repas, on se penchera sur Laurent Geoffrin, Histoire de la gauche caviar. Alors, c'est en effet un mot qui normalement ne peut pas aller avec l'autre, gauche, caviar, richesse avec la défense des plus démunis, et pourtant on se rendra compte de l'hypocrisie. Alors pour commencer, basculons sur le petit PowerPoint. Mercosur. Ursula von der Leyen défie un Macron affaibli et pas sans force. Mince. Moi qui pensais que l'Union européenne était quand même dans le respect de la décision des États et dans la démocratie, où la majorité l'emporte, eh bien que nenni, on s'aperçoit en fait que c'est Ursula von der Leyen et ceux qui sont à la tête d'un agenda qui nous disent quoi faire et quand exercer leurs décisions. On se rappellera, voyez-vous, de la guerre secrète contre les peuples, de cet écrivain dont je n'ai plus le nom en tête, et qu'est-ce qu'elle disait ? Que l'Union européenne avait déjà mis des amendes parce qu'on refusait la viande en provenance de l'Amérique centrale et Amérique du Sud dans nos assiettes, et que chaque année, on devait payer des centaines de millions d'euros. Et bien là, c'est encore pire. L'accord UE-Mercosur entre dans sa phase finale. Face à une France en crise, la Commission tente un passage en force. La bataille juridique et politique ne fait que commencer. Ursula von der Leyen s'en félicite déjà et nous dit « Cela marque le début d'une nouvelle histoire ». Fin de citation. La France, elle, avait déjà répondu, estimant que cette annonce de la Commission européenne, eh bien, n'engage qu'elle. Nous, on est souverain et on n'a pas à se soumettre à leurs directives. Ce qui est intéressant, c'est que la majorité l'emporte. Eh bien, ce vendredi 6 décembre, au sommet des pays du Mercosur, Ursula von der Leyen a réaffirmé sa volonté de ratifier ce nouveau traité. Je la cite. Nous envoyons un message clair et fort au monde entier. Ce n'est pas seulement une opportunité économique, mais une nécessité politique. Fin de citation. L'objectif étant de réduire les droits de douane des deux côtés de l'Atlantique, tout en permettant de drainer plus d'investissements afin de, je la cite, renforcer toute la chaîne de valeur. Fin de citation pour l'industrie, l'emploi et l'innovation. D'après la présidente de la Commission européenne, l'accord, je la cite, permettra aux entreprises de l'UE d'économiser 4 milliards d'euros de droits d'exportation par an. Fin de citation. Elle, qui nous présente ça comme un avantage financier, puis aussi pour l'emploi, pour la pérennité. Cette même Ursula von der Leyen, il me semble, qui était quand même dans une salle drap avec l'affaire Pfizer.
et des SMS échangés en privé et dont ils ont refusé de rendre public, même, voyez-vous, aux membres de la Commission européenne, l'accès. Hein? Donc il y aurait peut-être des délits d'initiés et des accords en second plan. Il y a quand même une bataille juridique en vue. Mais le chemin vers la ratification s'annonce semé d'embûches. La Commission envisagerait de scinder l'accord pour contourner le veto des parlements nationaux. La mafia, dans cette Union européenne, voit que pour une fois, eh bien, les pays vont dire non et s'opposer à leurs directives de mondialisation et de notre tiers mondialisation à nous, hein, de nous rendre finalement comme des pays sous-développés. Alors, ils décident d'une stratégie, une manœuvre juridique risquée. Plusieurs États membres, dont Chypre, y voient un précédent dangereux qui, je cite, outrepasse le mandat, fin de citation, de négociation initiale. La Commission estime que rien n'était gravé dans le marbre du mandat sur ce point. Un accord mixte nécessiterait l'approbation des 27 parlements nationaux et l'unanimité au Conseil, alors qu'un accord commercial classique, qui n'excède pas les compétences de l'UE, ne requiert que celle du Parlement européen et du Conseil à la majorité des 2/3. Donc ce qu'on nous explique, c'est qu'ils s'aperçoivent du refus catégorique des pays pour le Mercosur. Donc, comme ils ont certains droits et ils peuvent imposer des directives à des pays, ils vont utiliser l'accord commercial. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que si on refuse, pas de problème. Hein, le gouvernement, par exemple, de la France est au-dessus sur ce point-là de leur accord commercial. En revanche, on prendra des taxes. Et donc on devra payer des millions ou des milliards pour refuser que dans notre assiette se retrouvent des produits pollués, mauvais pour la santé. Et elle qui nous dit qu'on va être vainqueur en économie, c'est un mensonge. Dans l'Union européenne, ça signifie que si on fait rentrer des produits ou pour les faire pousser, les mettre en culture, ou encore les élever, il y a moins de conditions, et qu'on s'en fout de l'environnement et même de la qualité de la bête ou de la texture de l'alimentation, eh bien on va impacter la santé et donc engendrer des frais pour des médecins, pour des marchands de médicaments et tout ce qu'il en est. La France, qui considère cette distinction comme une ligne rouge, pourrait saisir la Cour de justice de l'Union européenne contre la Commission. Paris n'est plus isolé d'ailleurs dans son opposition. Il y a la Pologne de Donald Tusk qui s'est également rangée dans le camp des contestataires, ainsi que l'Autriche et l'Irlande. Les Pays-Bas affichent leur prudence, leur parlement étant, je cite, très critique sur le volet agricole. Fin de citation. Une minorité de blocage pourrait se constituer au Conseil si l'Italie monte à bord du train des opposants. Giorgia Meloni est restée muette, tandis que des divisions sont apparues entre son ministre de l'Agriculture, qui est contre, et son ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, qui est pour. On retrouve à nouveau cette division des intérêts, où, pour certains, c'est peut-être en paravent, et ils jouent un certain rôle, mais en tout cas, le ministre de l'Agriculture défend les paysans, éleveurs, agriculteurs, quand le ministre des Affaires étrangères, comme celui de l'économie, et bien d'autres choses, s'attaque en fait à notre condition, à la défense, voyez-vous, de certains métiers. Et ceci pourquoi? Eh bien, je me dis certainement que ce n'arrive pas par hasard, hein, que tout est calculé, et que le mouvement des Gilets jaunes était une ingénierie sociale. Alors, pourquoi ne pas se dire que ce qui se passe actuellement est voulu? Même, devrais-je dire, organisé. J'ai vu récemment là, la déclaration de certains agriculteurs éleveurs qui ont dit que s'il y avait le Mercosur, vu que la FNSEA se fout de leur gueule, que la PAC, le PAC agricole commercial, en fait, la redistribution de l'argent est complètement nébuleuse, on ne sait pas vraiment où ça va, quelle enveloppe se retrouve dans les lobbying et ce genre de choses, eh bien, ils ont dit c'est simple. Nous, on a trop des nôtres là qui sont en train de crever. Donc on va arrêter de se pendre, de se suicider, de se mettre à crouler sous les dettes. On va faire quelque chose de net et efficace. On ne va plus produire. On va mettre des blocages un peu partout. On va s'attaquer aux raffineries et à d'autres endroits qui sont nécessaires pour les pays et en fait pour, voyez-vous, que la société fonctionne encore, hein, que les engrenages eh bien, ils soient entraînés par les moteurs, hein, que ce soit dans le transport, encore dans les magasins, dans bien d'autres choses, dont la raffinerie pour le pétrole, et ils ont dit on va créer une pénurie alimentaire, comme ça là tout le monde va être touché, hein, y compris les très riches, et on va voir comment ils vont réagir quand
eh bien, leurs, comment dirais-je, réserves alimentaires vont diminuer. Quand les restaurants où ils ont l'habitude de se rendre n'auront plus de repas à leur proposer. Eh bien, il y a bien d'autres choses encore, mais il y a un chaos qui est recherché. La Commission a bien repéré ce maillon crucial et va travailler au corps le gouvernement italien dans les jours qui viennent. Ursula von der Leyen dispose du soutien ferme de 11 États membres qui ont écrit une lettre. Donc à ce que je sache, 11 sur 27, nous ne sommes pas dans une démocratie qui l'emporte, ni dans une majorité écrasante. En fait, c'est une deuxième campagne de conviction qui va s'ouvrir pendant quelques mois sur la base du texte réel issu de la négociation dont les États sceptiques vont recevoir la copie en début de semaine prochaine. Donc maintenant qu'on a fait ça, hop, je me suis bu une petite gorgée, je vous propose d'aller à la suite du menu sur le repas. Page 65, on va être encore un peu sur le cochon, tout ce qui est élevage. Après, on aura le chapitre 3 qu'on va aborder succinctement. Et on va aller au gros du sujet, triste maïs. Voilà qu'on passe de l'élevage à l'agriculture. Et dedans, on va s'apercevoir des OGM, des problèmes sur la santé, des personnes qui tombent en obésité avec toutes ces merdes dans notre assiette. Page 65. Je cite. « Dans certaines contrées, on envoie les porcelets dans les champs, dans les bois, sur les trèfles, où ils cherchent leur nourriture. C'est une méthode très économique. Les animaux acquièrent par l'exercice un développement plus grand de leur masse musculaire, et en plus, on utilise des pâtures de peu de valeur. On les fait passer dans les champs de pommes de terre. Après la récolte, ils se nourrissent de glands, de faine et de châtaignes, déterrent les racines, etc. » Fin de citation. Donc, les paysans et ceux de d'autres époques, leur modèle, c'était finalement de laisser les bêtes dans les champs. Ça leur coûtait moins cher en alimentation, puisque elles récupéraient ces bêtes les châtaignes, les glands, les pommes de terre et bien d'autres choses encore qui restaient. Donc, on est sur une variété alimentaire intéressante, un apport nutritionnel tout autant, voyez-vous, convaincant, et en plus, la bête, elle développe sa musculature puisqu'elle gambade, et elle a un certain goût. Vous voyez, par exemple, ceux qui aiment bien manger du cochon, du saucisson, vous voyez bien la différence entre le cochonou ou le porc est carrément enfermé, ne voit jamais le jour et nourri artificiellement, de l'autre qui a été tout simplement en élevage, en nature, et on ressent ce côté un peu de goût de noisette, etc. Voyez-vous. Eh bien, vous l'avez compris, ces images de porcelets qui trottinaient joyeusement dans les champs et les forêts ont fait long feu. Désormais, ce sont les usines ultramodernes qui fabriquent chaque jour des montagnes de granulés. Alors, les animaux, on ne leur met plus de la nourriture normale. En fait, il est élaboré donc dans des laboratoires où des scientifiques se penchent sur les sujets, des gélules, des petits granulés, pour en un concentré avoir suffisamment de protéines, un faible taux de matière grasse, de glucides, etc. Et donc que la bête, eh bien, elle a une forte croissance. Comme on pourrait avoir, vous voyez, des croquettes pour les chiens et les chats, vous avez certains au poulet, au bœuf, avec telle protéine dedans, tel apport, on va dire, diététique. Eh bien, là, c'est la même chose. Donc, ils ne mangent plus rien de naturel, on leur élabore des recettes et on leur fait quelque part des barres protéinées, quoi. Des granulés protéinés. D'après les chiffres fournis par le syndicat du porc, en France, 250 usines fabriquent 6,5 millions de tonnes d'aliments pour porc tous les ans. Et dans d'autres pays, eh bien, c'est la même stratégie, mais ce qui est à la base de la pâte, qui après terminera en granulés, ce sont des produits OGM, des exhausteurs de goût, des additifs et bien d'autres merdes encore qui vont dans l'animal, donc qui vont se mettre en fait dans sa génétique, hein, parce que l'épigénétique, en fait, c'est la modification de ton ADN selon ton environnement, ce que tu manges et bien d'autres choses, des pollutions quelles qu'elles soient. Et alors, l'animal modifié va se retrouver dans l'assiette, plus les OGM, autant vous dire que la santé des humains ne va pas aller en s'améliorant. Fin de la page 66. On s'étonne de voir un bocal étiqueté « graisse de lamballe ». Ah oui, ça c'était en fait le temps béni d'avant la vache folle.
quand le cochon avait le droit de manger le gras de ses congénères et que le cannibalisme était de mise. Ce n'est plus possible depuis quelques années seulement, au grand regret de Denis Olivry, directeur du site de Plestan, qui n'en démord pas, je cite. « Rien ne faisait pousser si bien le cochon que le gras de ses petits camarades. » Fin de citation. Pour les booster et les faire prendre de la masse, du volume, il leur faisait bouffer leurs congénères. Voilà le modèle, on va dire, récent de l'agriculture. Ça a été interdit au fur et à mesure, parce que, comme pour la vache folle, je crois qu'il y a eu des grands problèmes. Passons à l'étage des nutritionnistes. Là, à côté de ces scientifiques censés préparer les aliments les plus performants pour faire pousser le cochon à la vitesse du TGV, sont installés des commerciaux qui passent leur journée à téléphoner dans le monde entier pour trouver les marchandises au plus bas coût. Je cite. « On peut changer la formule plusieurs fois par jour en fonction de ce que l'on retrouve sur le marché international. » Fin de citation, confirme Denis Olivry. Donc les granulés qui vont servir à l'alimentation des animaux n'auront jamais la même composition, puisque nous avons des commerciaux un peu comme en trading qui regardent le cours de tel produit, le blé, le maïs ou je ne sais quoi encore, et même le prix par exemple des carcasses de bœuf et de bien d'autres choses, et c'est à partir de ça qu'ils vont pouvoir faire leurs granulés. Ainsi, les années où les prix des matières premières flambent, les cochons doivent se contenter de manioc, où ils attrapent tous la courante. Je cite, « À chaque hausse brutale des prix alimentaires, il y a des remplacements de l'amidon de maïs, de blé, par d'autres amidons que les bêtes supportent moins », souligne Gilles Salvat, directeur du laboratoire de l'ANSES de Ploufragan. Donc peu importe le sort de l'animal, si, voyez-vous, son intestin ne s'en remet pas, parce qu'on ne lui met pas que du maïs, maintenant on le booste de manioc, peu importe, du moment que c'est rentable. Ces déséquilibres entraînent des épisodes cliniques dans les élevages et donc une recrudescence de traitements antibiotiques. Fin de citation. En clair, comme on donne n'importe quoi à manger aux cochons, ils tombent malades et pour les soigner, on les gave d'antibiotiques. Cherchez l'erreur. Ça, c'est le modèle argentin. C'est ce qui se passe aussi en France et ailleurs. Et ce n'est pas que pour les cochons. Donc, le manioc, c'est un moindre mal. Un chercheur de l'INRA se rappelle avec effarement que le nutritionniste d'une grande coopérative l'avait appelé un jour pour lui demander si l'huile de coton, c'était bon pour le porc. Il raconte, je cite, « Je me suis étonné. C'est une culture soumise à de nombreux pesticides. Pourquoi vous leur donnez ça à vos porcs ? Parce que je viens de toucher un lot pour pas cher, lui a répondu sans sourciller le nutritionniste. Je cite, « On en a fait des contrôles inopinés, se souvient Goguenard, ce militant de la première heure de la Confédération paysanne. Je le cite, « Ce monde est un monde de gangsters. S'ils pouvaient faire pousser les cochons avec du pipi de chat, ils le feraient. Ils ont été jusqu'à foutre des produits de chiottes. On a trouvé ça dans des tests inopinés réalisés par la conf. De toute façon, comme tout est aseptisé, tu ne peux pas te rendre compte de quoi que ce soit. Et rien n'est grave du moment que le cochon ne crève pas. » Fin de citation. Allons à la page numéro 73. Que trouve-t-on dans ce gisement de nourriture ? Des produits frais, même pas périmés. Comment est-ce possible ? L'industriel s'engage auprès du distributeur à livrer sa plateforme tous les jours avec des produits estampillés à une certaine date limite de consommation, explique Frédéric Pétillot. Aujourd'hui, je livre tel distributeur avec une date limite de consommation qui va jusqu'au 1er octobre. Donc après, vous avez la date de consommation jusqu'au ou de préférence. Les DLC ne sont pas les mêmes. Demain, la date devra être du 2 octobre minimum. Toutes les palettes de yaourt restées en usine et datées du 1er octobre sont donc bonnes pour la poubelle. On a des stocks qui vont être gaspillés. Et ça renvoie à ce qu'un autre disait, qu'on n'apprécie pas forcément, mais un rabbi qui disait finalement, là, en fait, on est dans une période où l'inflation, la récession ne se produit même pas sur un manque, mais sur un surplus. Vous voyez, on a tellement que l'on vient à détruire les marchandises pour continuer à établir une rareté qui n'existe qu'artificiellement. On a tellement qu'on ne fait plus preuve de solidarité et on préfère même en laisser crever certains alors qu'on a ce qu'il faut et à foison. Et il y avait un autre développement encore plus brillant si vous préférez.
Toutes les palettes des yaourts donc, sont bonnes pour la poubelle. Fin de citation. Et ces problèmes de gestion des stocks sont aggravés par le système des marques de distributeurs. En gros, quand vous êtes industriel, la grande distribution peut choisir un jour de vous prendre 20 palettes de yaourts au lieu de 50. Mais vous, dans votre agenda, vous aviez chaque semaine 50 ou 100 palettes qui partaient, donc vous étiez déjà préparé pour un flux de cette ampleur. Et finalement, eh bien, ils se désistent selon les promos ou bien d'autres choses encore. Que faire alors des 30 palettes qui restent quand elles sont signalées de la marque du distributeur? Quand ce sont des palettes de marque Carrefour, que l'on ne peut plus du coup remettre à un autre distributeur, Leclerc, Auchan, etc. À la différence des Activia et de d'autres Danette et compagnie. Là, s'il reste 30 palettes, c'est pas grave. On va les brader, on va les remettre à quelqu'un d'autre. Mais si ce sont des palettes de marque distributeur, c'est mort. Ça va à la destruction. Donc après, il est impossible, par exemple à Carrefour, de vendre des produits Leclerc et vice-versa. Les raisons de non-conformité des produits alimentaires sont multiples et souvent insignifiantes, mais ça représente des volumes énormes, ajoute Frédéric Pétillot. Il peut s'agir d'erreurs d'étiquetage. Un yaourt banane qui arbore une grosse fraise sur son opercule, eh bien, poubelle. D'un problème avec l'encreur, de code barre. Il manque une barre ou un chiffre, poubelle. Pourtant, les produits sont bons, mais ils vont pas s'emmerder à refaire l'emballage. Ils préfèrent jeter à la benne les produits. Le temps que les industriels s'en rendent compte, 2000 pots peuvent sortir de l'usine qui resteront invendables. De même, si un yaourt explose dans une palette, les industriels préfèrent des fois jeter toute la palette, tous les yaourts, plutôt que de risquer de vendre des produits ayant reçu des éclaboussures et ayant été impactés par ça. Alors, hop, 77. Donc on arrive au 3e chapitre. Cochon rime-t-il avec pollution? Tout est bon dans le cochon, dit-on. C'est sans compter, finalement, sur le lisier. Un cauchemar qui est né, lui aussi, de l'agriculture productiviste. Jusqu'à l'avènement du modèle hollandais, le porc avait l'heure de vivre de sa vie tranquillement sur de la paille. Le cochon était heureux et ses excréments, mélangés à la litière, fournissaient le précieux fumier, appelé par les anciens, je cite, le levain de la terre ou encore l'or noir des étables. Donc, les déjections du porc, mélangées avec la paille, donnaient finalement, comme on le voit, du fumier et qui permettait après de faire pousser bien des choses. Ce fut une richesse nationale basée finalement sur notre prospérité de nos terroirs. Souligne à longueur d'intervention André Pochon, paysan et fervent défenseur d'une agriculture durable. Las, les tenants du productivisme ont trouvé que ce modèle d'élevage était une perte de place, de rendement, autant dire d'argent, et qu'il était donc urgent de calquer les élevages de France sur ceux des Pays-Bas. Dommage, parce que de l'avis même des chercheurs de l'INRA, ces cochons sur litière sont bien plus heureux et grandissent beaucoup plus vite que leurs congénères condamnés au caillebotis. Donc vous savez, ces plaques sur le sol là où c'est finalement du plastoc, quoi. Du plastoc, donc il n'y a plus rien de naturel. Les déjections, voyez-vous, avec la paille, ça formait un nouveau mélange naturel que l'on peut après réutiliser, donc en fumier, remettre à la terre, et en fait il y a une sorte de régénérescence, une transformation. Alors que là, quand on est finalement sur le caillebotis, on amasse toutes les déjections, tous les déchets, les toxines, etc. Et on en fait quoi? Il n'y a plus rien qui est mélangé avec pour retourner à la terre. Et donc à ce moment-là, ça produit des pollutions dont on avait parlé, notamment en Bretagne, les algues vertes, et on va dire sur les terrains voisins, pareil. Ça va jusque dans les nappes phréatiques, ça impacte après bien des choses. Et il faut croire que le bonheur, c'est contagieux. Ah oui, parce que pareil, le bonheur des bêtes, ils s'en foutent. S'il y a une bête sur 2 mètres carrés, ils préfèrent en mettre 3, eux. Eh oui, c'est plus rentable. Et il faut croire donc que le bonheur, c'est contagieux, car la viande de ces animaux qui sont en tout cas sur paille et un peu plus en liberté, eh bien, ces derniers, ils ont une viande plus goûteuse. Oui, mais un tantinet plus grasse, et surtout, bien moins facile que celle des cochons industriels à travailler avec de grosses machines à découper. Il n'en fallait pas plus au cadre de l'agriculture productiviste. La question était tranchée fissa. Aux orties la paille. Bonjour, le caillebotis intégral aux lattes espacées. C'est donc sur l'autel de cette fosse nauséabonde que le lisier est né. Et que les ennuis ont commencé pour les éleveurs de porcs. Car qui dit lisier dit odeur pestilentielle.
pestilentiels plutôt, excusez-moi, et problèmes récurrents de pollution de l'eau, donc hostilité du voisinage. Ces monstrueux stocks de merde, il faut avouer qu'on ne sait pas quoi en faire. Pas évident, en effet, de garder cela chez soi sans déplaire à ses voisins. Donc on épand à tour de bras, notamment en hiver sur des terres nues. L'azote contenu dans le lisier part alors directement dans les nappes phréatiques, les rivières et la mer. Le fumier, lui, ou plutôt le compost issu de la fermentation, n'a pas d'odeur et favorise les vers de la terre, la vie du sol, autant dire tout ce qui éradique sans vergogne le lisier. En fait, le fumier, par entre autres la prospérité qu'il apporte à la biodiversité, dont les vers de terre, etc., ça creuse des tunnels après. Ça aère la terre. Ça a que des côtés bénéfiques. Ce qui n'est pas le cas, par contre, voyez-vous, du lisier. Alors, là, page 80, les algues vertes, ce dont je vous parlais. Une salade qui tue. La pollution de nos nappes phréatiques, cette pollution par les nitrates, eh bien ça a commencé franchement à se savoir. Même l'Europe nous a réprimandés, c'est dire. Pire, cette pollution désormais se voit et se sent via les effroyables algues vertes. Depuis des années, ces dernières envahissent la Bretagne et notamment les Côtes d'Armor, berceau de l'industrie porcine. 70 000 tonnes d'algues vertes par an, 90 000 en 2009, engendrées par les 8 à 10 millions de tonnes de lisier. La situation est si catastrophique que les écologistes ont rebaptisé la baie de Saint-Brieuc, je cite, baie des cochons. 85, et après on va basculer sur l'agriculture. Et oui, pour faire fonctionner ce terrible engin censé faire disparaître l'azote du lisier, on fait pousser du maïs et on rajoute de l'azote. En juillet dernier, l'association Eau et Rivières de Bretagne s'est livrée à un petit calcul. Elle a comparé la quantité d'azote organique épandue sur les sols du bassin versant avant et après la mise en fonctionnement de la méthanisation. Pareil, la méthanisation, ça nous est vendu comme un miracle. Je crois que c'est Enedis qui a investi dedans, il me semble. Des gros méthaniseurs, là, où justement ils envoient des fois même de l'alimentation qui est encore consommable. Au lieu de la donner, ils l'envoient dans les méthaniseurs pour produire le gaz. Quels sont les résultats sur ce site, visité et montré en exemple en juillet dernier par notre secrétaire d'État chargé de l'environnement? Eh bien, on y trouve davantage d'azote après qu'avant. 12 759 kg avant méthanisation et 16 229 après. Je cite, « Cela alors même que le cheptel de l'élevage a été un peu réduit, moins de 12 places de truies et moins 400 porcs charcutiers produits par an. Cette augmentation s'explique par les apports de maïs, paille et surtout graisse d'épuration dans l'unité de méthanisation. Cet azote était auparavant exporté ailleurs, explique dépité Gilles Huet. Oui, mais si l'ADEME soutient farouchement ce projet, c'est qu'au moins il génère de l'électricité et que le bilan carbone est intéressant. Je cite. Encore faut-il que ce distillat inodore reste sur place. Or, l'idée des agriculteurs, c'est de la sécher. Donc, de détourner de l'électricité pour le sécher, puis de l'exporter dans d'autres régions sous forme d'engrais. À votre avis, persifle Gilles Huet. Il est toujours aussi bon ? Le bilan carbone, une fois qu'on inclut tous ces allers-retours, et les kilomètres parcourus sur les routes par les camions pour transporter l'engrais, l'ADEME est entrée à fond dans le système en octroyant des conditions extrêmement favorables aux éleveurs. Non seulement elle aide le financement de ces projets à hauteur de 60%, mais en plus, elle rachète l'énergie aux éleveurs à des prix prohibitifs. On aide la filière par les deux bouts. Et tout ça pourquoi ? On ne sait pas vraiment, regrette le délégué d'eau et rivières de Bretagne. Donc on favorise les caillebotis, ces élevages-là qui entraînent du lisier. Alors après, comme il y a les algues vertes, eh bien, il faut traiter le lisier. Et à ce moment-là, ils trouvent une technique, on le voit, pour faire fonctionner eh bien, le lisier, il faut en faire disparaître l'azote. Comment ? Par les méthaniseurs. Et en fait, on se rend compte que c'est aberrant parce que pour l'emmener, ce matériel, il faut le sécher, donc utiliser de l'électricité. Après, pour le déplacer, il faut des transporteurs, donc de la pollution, du diesel ou de d'autres consommations. Et pour au final s'apercevoir que le pire, c'est qu'après traitement, on retrouve de toute façon un taux d'azote plus important. C'est n'importe quoi.
Donc chapitre 4, page 90. On est sur le blé. Le blé et le maïs. Donc là, pourtant, le maïs tropical n'avait pas grand-chose à faire chez nous. En France, soit il fait chaud, soit il n'y a pas d'eau, soit il y a de l'eau, mais il fait trop chaud pour cette belle plante. Qu'importe. Grâce au génie génétique de l'INRA, on a mis au point un maïs hybride qui ne se ressème pas et dont il faut acheter les graines chaque année, capable de pousser dans toute la France. Ce qu'on disait l'autre jour avec le codex... mince, comment il s'appelle? Parce que je suis tellement habitué au Codex Sinaiticus Vaticanus sur les écrits religieux, non, c'est le Codex Alimentarius qui impose certaines normes dans les palettes de choix, entre autres de graines pour les agriculteurs. Et là, on voit bien qu'en France, c'était pas propice à ce qu'il y ait le maïs, donc ils ont modifié la graine et ils l'ont rendu en plus stérile. C'est-à-dire que l'agriculteur qui veut faire pousser du maïs, il doit passer commande dans un catalogue, et puis une fois la récolte, il doit repasser commande dans le catalogue pour obtenir des graines, et ça chaque année. Donc, le maïs a du mal à mûrir convenablement dans les régions insuffisamment ensoleillées comme la Bretagne. On peut tout de même le cueillir un peu vert et s'en servir pour l'ensillage. On prend le maïs, on le broie finement, et on le met à fermenter dans les silos pour nourrir les vaches. Du coup, on n'a plus besoin de laisser ces ruminants pâturer sottement dans les prés. On peut les enfermer dans des espaces rikiki pour qu'ils donnent du lait à gogo. L'ensilage donne un goût détestable au lait. Pas de problème, tout est pasteurisé et le consommateur n'y voit que du feu. D'ailleurs, le maïs remporte un franc succès chez les éleveurs bovins puisqu'il constitue 80% des fourrages consommés. On comprend donc que le colza, le sorgho et autres pois et févrole pèsent peu dans la balance. Dans le sud, bien sûr, il y a du soleil, mais pas assez d'eau. Or, pour faire pousser 1 hectare de maïs, il faut 2 millions de litres d'eau chaque année, l'équivalent de la consommation de 40 Français. Comment se fait-il alors que le grand sud-ouest, le sud-ouest et notamment l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées et le Poitou-Charentes, représentent 40% des surfaces de maïs grain en France, par le miracle de l'irrigation. Et, par bonheur, la politique agricole commune, la PAC, donc de l'Union européenne, a arrosé copieusement l'irrigation intensive des années durant. 134 millions ont ainsi été versés en 2005. Résultat, je cite, « La France a connu la plus forte croissance de terres irriguées de toute l'Union européenne. 25 000 hectares de plus par an entre 1961 et 1980. 48 000 hectares de plus entre 1980 et 1996 et 59 000 hectares dans les années 90, explique Pierre Boulanger, économiste au groupe d'économie mondiale de Sciences Po. Selon un récent rapport sur l'eau rédigé par le Conseil d'État, si les surfaces irriguées ont été multipliées par 3 entre 1970 et 2000 pour atteindre entre 1,5 et 1,8 million d'hectares, elles devraient encore continuer à croître puisque dans Objectif Terre 2020, pour un nouveau modèle agricole, le ministère de l'Agriculture chiffre à 3 millions d'hectares la surface irriguée en France, soit 10% de la surface agricole, le U, je ne sais pas ce que ça veut dire, SAU. Et donc pourquoi après on s'arrête en si bon chemin? Grâce à Bruxelles, irriguer, ça paie, et même beaucoup mieux que de ne pas irriguer du tout. Un petit exemple d'incongruité européenne. Eh bien, un producteur de céréales de Vienne, en Poitou-Charentes, reçoit moins de 340 € par hectare non irrigué, mais plus de 530 € s'il irrigue ces mêmes cultures, soit 56% de plus par hectare irrigué à Seine-et-Fonderie Pierre Boulanger. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Eh bien, que des plantations qui ne devraient pas être en France le sont par la modification de leur génome. Mais malgré ceci, eh bien, il y a quand même l'environnement qui n'est pas intéressant pour cette croissance, pour ces plantes. Donc, eh bien, ils vont favoriser l'irrigation. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Donc, la PAC de l'Union européenne est en train de favoriser et subventionne largement plus quelqu'un qui irrigue que l'autre qui fera attention à l'utilisation de l'eau. Donc on est dans le gaspillage de l'eau.
Et cette même Union européenne nous dit que maintenant nous sommes dans un état de pollution catastrophique, que les temps de sécheresse sont compliqués, que les terres deviennent de plus en plus arides, et à ce moment-là qu'il faut mettre un quota à l'eau. Et on se retrouve d'ailleurs en France avec des restrictions des fois en été, dans certaines communes, qui coupent l'accès à l'eau de l'espace public par exemple, ou imposent des restrictions pour les piscines, et je ne sais quoi encore, en disant c'est de la faute du consommateur et de la personne lambda si on est dans une crise, voyez-vous, de la disponibilité de l'eau potable. Alors qu'on les voit financer cette crise. C'est dingue. C'est comme pour le Mercosur. On vous offrira plus d'économies, finalement la concurrence sera favorable à votre recette et à votre portefeuille, alors prenez. Et puis une fois que le panier est complet, eh bien là entre en jeu le détricotement. Vous voyez, on vous enlève le fruit petit à petit, et même le panier. Et à la fin, on vous fout à poil. Et on vous dit maintenant, vous respecterez ce qu'on vous impose. C'est à peu près ça la chose. Alors, à la page 95, on voit que le maïs n'est pas bon pour les quantités d'eau consommées, mais il n'est pas bon non plus pour la qualité de l'eau. Le dernier rapport de la cellule d'orientation régionale pour la protection des eaux contre les pesticides en Bretagne énonce, dans un inventaire à la Prévert, la longue liste des herbicides versés sur le maïs et retrouve dans l'eau diméthénamide, acétochlore, donc métolachlore et plus curieux, alachlore et atrazine. Pourtant, tous deux interdits en Europe. L'atrazine a été durant 40 longues années la molécule magique massivement utilisée pour faire pousser le maïs. En 2000, c'était encore la molécule la plus vendue de la région Poitou-Charentes, qui en dépendait allègrement 125 tonnes par an. Je cite, « L'interdiction à date de 2003 rappelle Cyril Deschaillès, responsable du pôle eau douce au World One Fund WWF France. » Mais on continue pourtant d'en retrouver partout. Non seulement parce que c'est un produit persistant, mais parce qu'on a longtemps autorisé les agriculteurs à écouler leurs stocks plutôt que de les leur racheter. Fin de citation. Donc, 2003, on interdit, les agriculteurs en avaient des tonnes en réserve et sur les bras, on leur a dit allez, on va être souple, on vous autorise à terminer vos stocks. Vous doutez bien que certains les avaient déjà épuisés, mais on repassait commande. Et donc à quel moment ça s'arrête ? Et comme on nous dit que ça persiste dans la nature, eh bien pour les contrôles, c'est difficile de voir celui qui s'est affranchi des interdictions de l'autre qui les a respectées. Bref, on peut interdire sans interdire, tout en se montrant coulant. Je cite, « Un récent rapport des pouvoirs publics datant de 2005 relevait qu'un tiers des fraudes sur les produits phytosanitaires concernaient l'atrazine. » Fin de citation conclut Cyril Deschaillès. Hop. 102. On voit également autre chose rapidement, vous savez, sur les bêtes de tout à l'heure. Quand elles sont en pâturage, eh bien, elles avaient accès à des oméga 3. Il me semble oméga 6, je ne sais plus. Qui était favorable en tout cas pour la santé, ce que l'on ne retrouve pas dans les bêtes à présent. Ah bah, de toute façon, je crois que c'est là en plus qu'on en parle. Alors, bien entendu, la protéine la moins chère, c'est incontestablement le soja. Bref, les calories de maïs coûtent moins cher que l'herbe, l'huile de palme moins cher que le lin et le soja moins cher que le lupin. Je cite, « C'est comme ça que toutes les petites céréales disparaissent au profit du maïs et du soja, soupire Pierre Way. » Il y a eu, voilà, en l'espace de 40 minutes, 4 mots mâchés, je m'en excuse. Et de regretter donc les temps anciens où les champs s'égayaient au printemps de tonalité bigarrée. Je cite, « Il n'y a plus de couleurs dans les champs. Il n'y a plus de diversité dans les auges. Le système s'est appauvri et l'on est obligé de compenser ses carences à grands coups d'additifs chimiques. Un aliment pour poulet, c'est 4 denrées végétales et 30 additifs. Pourquoi ? Parce qu'on doit gaver ces bêtes d'enzymes pour qu'elles puissent digérer des céréales qu'elles ne devraient pas manger. » Donc les enzymes, on en a déjà parlé anciennement, dans la biologie, c'est ce qui permet de redécomposer, fractionner les aliments par exemple. Donc chaque enzyme a son rôle, vous voyez, pour
sectionner et mieux digérer et mieux apprécier finalement dans l'estomac l'alimentation et que ça après aille dans le corps. Comment vous expliquer ça? Ces enzymes, en tout cas, elles ont un rôle, et par exemple, l'humain, eh bien, il n'est pas fait normalement pour avoir une consommation de lactose. Il ne digère pas dans sa biologie. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui en font du rejet, et il existe des enzymes, c'est parce qu'en fait, on ne la possède pas. Et il y a plein d'autres choses comme ça. Eh bien, là, on voit que les poulets et d'autres bestiaux encore ne sont pas faits pour avoir énormément de céréales. Ils les digèrent mal. Alors pour le faire, eh bien, ils vont utiliser des additifs et on a vu donc qu'ils vont leur mettre des produits chimiques. Alors attendez, hop, que je retrouve juste où j'étais. Voilà. Parce qu'on doit gaver ces bêtes d'enzymes pour qu'elles puissent digérer des céréales qu'elles ne devraient pas manger. Au final, l'éleveur de poulets, comme celui de porc ou de vache, ne gagne plus un sou. Par contre, ceux qui vendent les additifs, eux, ils font de l'or. Regardez les plus gros stands du space. Ce sont ceux tenus par les vendeurs de louzou, de saloperies chimiques. Fin de citation. Les agriculteurs, il s'est passé quoi pour eux? Ils ont dû se conformer aux normes qui leur étaient imposées. Ensuite, entrer dans ces nouvelles règles, et ils ont fait des crédits. Finalement, maintenant, il faut du rendement. Alors, l'objectif n'est plus d'avoir une partie où on respecte l'animal et une autre où on veut faire du rendement. Il faut rembourser le prêt. Il y a l'hypothèque sur la maison. Et finalement, le système qui s'installe lui impose donc de réduire les bêtes à des moins que rien. Et en plus, dans le nouveau modèle, elles sont fragilisées. Alors, il faut les nourrir. Elles n'ont plus le champ. Ça y est, c'est fini. C'est prêt, ce que vous voulez. Maintenant, c'est les granulés. Alors, ils doivent passer commande auprès de professionnels. Et comme certains animaux ne supportent pas bien les céréales, il faut les booster d'enzymes et d'additifs. Donc, aller chercher auprès d'autres vendeurs. Et pour ceci, eh bien, après, il faut un autre marché. Vous comprenez très bien le drame pour les éleveurs comme pour les agriculteurs. Le rendement, rien que le rendement. Derrière, en réalité, dans l'agro-industrie, c'est le gaspillage, rien que le gaspillage, qui créera une pénurie artificielle et fera flamber les prix. Et tout le monde est dépossédé de sa production. Alors, les animaux, pareil, hein, toujours plus fragilisés, ne voyant plus le soleil, mangeant n'importe quoi, qui vient de l'autre bout du monde. Hein. Donc on pollue au passage. Là où l'animal mangeait dans son champ, maintenant on doit s'en remettre à ces commerçants tel Wall Street qui passent des commandes à tel et tel endroit de la planète pour faire venir le jour J des denrées, les transformer, y ajouter des additifs et toutes les merdes que l'on peut voir. Et après, il faut encore les transporter jusqu'à la ferme ou à l'élevage. Et voyez-vous, comme ça, tout un cycle de pollution. Enfin, on a compris après, pareil, hein, pour les excréments des porcs, le lisier lui-même qu'il faut assécher, transporter, être dans les méthaniseurs, enfin c'est n'importe quoi. Là où l'ancien modèle, c'était classique. Ce que la nature offre en fait, le plus merveilleux, le meilleur des schémas qui puisse être, puisque c'est Dieu qui l'a fait. L'animal consommera ce qu'il y a dans le pâturage, ses excréments seront transformés et serviront à faire pousser des choses, ça sera en fait le fumier. Mais non. Ça ne correspond pas à l'ordre capitaliste. Parce que là, ça voudrait dire que l'on est indépendant. Pas besoin d'un tout-puissant et d'une organisation internationale pour régir et faire attention aux prochaines pénuries alimentaires. Regardez la suite. Pourquoi pas, hein? Comme s'il était désormais passé dans les mœurs des éleveurs de payer cher pour médicaliser leurs bêtes à longueur d'année, que ce soit donc les médicaliser, je vais arriver avec ce mot, via les additifs ajoutés à leur alimentation ou via les médicaments grâce auxquels on les maintient en vie. Pourquoi pas? Il est aussi passé dans les usages d'acheter cher les semences qui non seulement ne se ressèment pas, mais sont très dépendantes des herbicides, des engrais et des pesticides. Un éleveur lucide souligne le cercle vicieux dans lequel est aujourd'hui enfermé l'agriculteur, tout comme l'éleveur. On l'a vu. Donc l'agriculteur
il sème, mais il ne peut pas ressemer puisque les graines sont brevetées. Et en plus, pour certaines, elles sont, voyez-vous, après coupées de fertilité dans la suite. Et pour les animaux, bien c'est la même chose. Il faut passer commande dans les catalogues, on l'a vu, hein, il y a les porchers, etc., qui vont récupérer la semence puisque les animaux ne se rencontrent plus naturellement. Et maintenant, on fait des inséminations artificielles. Et d'ailleurs, les FIV, fécondation in vitro, ont commencé par les animaux. Je vous lirai un travail sur ça. De toute façon, ça fera suite après à la marchandisation des êtres humains. Donc il est courant maintenant de les mettre sous médicaments. Un éleveur lucide souligne quand même dans ce cercle vicieux, je cite, « Si demain ma coopérative me disait « fais du lin », elle diviserait son chiffre d'affaires par 3. Pourquoi ? Parce que c'est une culture qui ne nécessite aucun traitement, et qu'elle ne me vendrait donc ni herbicides, ni pesticides, et que je n'aurais quasiment pas besoin d'engrais. Par ailleurs, les semences de lin sont plus chères que celles de maïs ou de soja, et le rendement est moins bon. » Fin de citation. Tant que les coopératives gagneront plus de fric à vendre du phyto qu'à nous proposer des semences adaptées à nos besoins, on ne s'en sortira pas. Fin de citation, peste Michael Poilion, jeune agriculteur du Nord-Pas-de-Calais. Je cite, « Le technicien qui te vend 1 hectare de maïs, il se fait 3 fois plus de sous avec ça qu'avec du lin. Il vend beaucoup plus de produits phyto, d'engrais, et donc pour lui, le lin n'est pas rentable puisque cette culture ne lui permet pas de se prendre les mêmes marges qu'avec le maïs ou le soja. » Fin de citation, regrette Jean-Pierre Pasquet. Dans le monde merveilleux des coopératives, le technicien qui vient prescrire les ordonnances des produits phytosanitaires, autant dire de pesticides, d'herbicides et d'engrais, est rémunéré pour partie au pourcentage. Plus l'agriculteur qui le conseille arrose ses champs de produits chimiques, mieux le technicien gagne sa vie. Et après, voilà comment, au passage, alors eux ils disent comment inciter à la modération, et surtout, après, ils continuent un développement, moi je dirais, c'est là qu'on s'aperçoit, ni plus ni moins, que le lamarckisme, quelque part, se fait pas seulement aux animaux, également aux plantes. Donc celles-ci vont s'adapter aux pesticides et herbicides, donc il faudra en arroser plus. Et à quoi servent ces produits phyto ? Eh bien, à supprimer les petites bêtes, les nuisibles. Mais eux-mêmes vont s'adapter et développer une résistance. Alors, il faudra 2 fois plus de quantité, 3 fois plus. Et là, on commence à détruire les sols, les bêtes, on les renforce, les marchands qui, eux, viennent faire leur pourcentage, voyez-vous, leur argent, finalement, à la quantité vendue, eh bien, ils se retrouvent satisfaits. Et le cercle est vicieux. Les graines, après, eh bien, là, c'est aussi le naturel, hors de question. Il faut passer par les catalogues, où il sera modifié quelques allèles des parties de la structure de cette plante. Pourquoi ? Eh bien qu'elle résiste, finalement, à la pollution qu'on est en train de lui foutre dessus, à l'étouffement qui s'exerce par ces produits désastreux. Page 110. 110, on va faire la fin de 109, 110. Pouf. Donc la question était de savoir ce qu'engendre cet excès d'oméga 6. Au mieux, il est neutre, au pire, il a des conséquences. Et ces excès, nous les subissons tous depuis la première tétée, donc nous les subissons depuis le lait maternel jusqu'à notre dernier morceau de viande. C'est là où on a, comme je vous disais tout à l'heure, les oméga 3 qui sont importants, qui vont développer, ça me revient en tête, tout ce qui va être des anticorps et en tout cas booster notre immunité. Eh bien, les oméga 3, on les retrouve dans le poisson, dans les huiles, tout ce qui est oléagineux, je crois, un truc comme ça, j'ai du mal des fois avec certains mots qui me reviennent en tête quand même. Et avant, on les retrouvait également dans les bêtes, puisqu'elles étaient dans les prés et leur alimentation leur permettait d'avoir en faible quantité quand même des oméga 3. Or, aujourd'hui, ça a disparu. Dans les bêtes, il n'y en a plus, sauf dans le poisson. Et on retrouve massivement, par contre, des oméga 6, qui, eux, vont entraîner de l'obésité et bien des problèmes de santé. Je cite, « Ces 40 dernières années, les Français ont consommé 40% de lipides en plus, et ce, essentiellement à cause de 2 facteurs, la consommation accrue d'huile végétale et la modification de l'alimentation animale qui s'est traduite par un enrichissement substantiel des principaux aliments en oméga 6, fin de citation, souligne cet éminent scientifique. Donc nous sommes gavés d'oméga 6, c'est un fait. Nous grossissons, c'en est un autre. Le professeur Hello tombe alors sur une étude américaine
très surprenante. Des chercheurs ont suivi des enfants de 6 à 11 mois, ayant un indice de masse corporelle élevé. Je cite, « Des bébés pour lesquels on ne peut pas invoquer le manque d'exercice physique ou l'augmentation des portions avalées, comme on le fait constamment pour expliquer la pandémie d'obésité actuelle. » Conclusion, en 10 ans, le degré d'adiposité de ces enfants même a doublé. Autant dire que les marmots se sont mis à faire du gras comme des fous. Alors comment des bébés qui ne surconsomment pas et auxquels on peut prêter l'idée qu'ils ne font pas assez d'exercice viennent à développer massivement du gras? Il y a un problème quelque part. Leur alimentation ne semble pas avoir énormément changé, mais il y a quelque chose. Eh bien regardez. Gérard Haylo en conclut, je cite, « Il n'est donc pas exclu que les conditions nutritionnelles des dernières décennies aient conduit à favoriser un développement excessif de la masse adipeuse. » Fin de citation. En clair, il est probable que le déséquilibre oméga 6, oméga 3 nous fasse faire du gras. Je cite. On décide alors, avec mon équipe, de reproduire une situation qui imite l'obésité humaine, poursuit le chercheur. Dans une famille, le père, la mère et les enfants mangent approximativement la même chose. Puis, les enfants grandissent et transmettent leur goût alimentaire à leurs propres enfants. Fin de citation. Attendez, je mets une petite gorgée. Quasiment 1 heure. On a donc donné, voyez-vous, l'idée c'est de suivre finalement sur ces 4 générations de souris qui sont nourries avec un régime alimentaire de type occidental, caractérisé par les mêmes apports et rapports oméga 6, oméga 3, que ceux que nous subissons au quotidien. Ils veulent voir, est-ce que de génération en génération, ça s'empire. C'est-à-dire, la première génération la nourrit et on fait un déficit oméga 3, oméga 6. Donc en faveur de l'oméga 6 qui l'emporte. Ce qui normalement est censé entraîner l'excès de gras. Mais ce qui est recherché, puisqu'on a vu que les nourrissons prenaient également de la masse graisseuse, il y a un problème quelque part. Donc il va être chercher ce qui s'appelle l'héritage génétique, la transmission. Il est inscrit donc, la mère et même les parents transmettent à l'enfant leur goût alimentaire. Mais allons plus loin. Est-ce que les tares engendrées par le déficit oméga 3 sur oméga 6 vont être conduites dans l'épigénétique et l'enfant pareillement, et de son mode alimentaire qui sera le même bien à la génération suivante, et ce qui arrivera même qu'à la dernière génération, si on remet favorablement l'oméga 3 sur l'oméga 6, eh bien les derniers développeront quand même du gras, à cause des précédentes situations vécues par leurs ancêtres, donc transmis dans la génétique. C'est à peu près ça qui est dit. Je grossis les traits, mais c'est ça qui est expliqué. Il est dit donc après on a donné cette nourriture aux souris femelles et mâles qui ont fait des petits. Ces petits ont été le lait maternel dont la composition reflète ce que mange la mère. Quand les petits ont été sevrés à 3 semaines, ils étaient à leur tour soumis au même régime que leurs parents et l'on a reproduit l'expérience sur 4 générations. Fin de citation. Conclusion, publiée en 2010 dans le volume 51 du prestigieux Journal of Lipid Research, les souris ont fait du gras. Pire, chaque génération de souris avait plus de gras que la précédente. La souris grossissait. Mais en plus, elle refilait ses cellules adipeuses à la génération suivante, qui grossissait encore davantage, etc. Les souris devenaient donc de plus en plus grasses de mère en fille, et ce, sans manger plus. Le professeur Haylo a également constaté l'apparition de troubles métaboliques comme l'insulinorésistance, qui est la première étape vers le développement du diabète de type 2, et la stimulation de l'expression de gènes de nature inflammatoire impliqués dans l'obésité. Donc, non seulement les souris grossissent, mais elles transmettent les gènes de l'obésité à leur progéniture. Voilà pourquoi, dans la société, nous retrouvons des gens, malheureusement, dans une mauvaise posture. Il y en a certains qui disent « Putain, je comprends pas, je fais attention à mon alimentation, je suis là à consommer le plus possible des produits bio, et j'essaye de faire les 5 fruits et légumes par jour, de limiter la quantité de gras, et pour autant, il n'y a pas un iota, voyez-vous, de graisse qui part. » L'explication est peut-être là. C'est-à-dire que pour les générations de maintenant, ça va être très compliqué de se ressaisir, mais il faut le faire. Et la génération suivante, il faudra lui transmettre la faveur de l'oméga du coup 3 sur le 6, etc. Et pas seulement ça, bien évidemment, c'est un ensemble. Mais nous devrons donc en solution nous pencher sur l'alimentaire,
sur notre diététique finalement, pas forcément pour nous-mêmes, et même si c'est toujours bien, mais pour la génération d'après. Et pour ma part, vous voyez, si je marque une parenthèse, on va dire, qui sort un peu du contexte, l'école, elle aurait dû enseigner les vertus. Elle aurait dû également former à la dialectique, c'est-à-dire la raison, poser un raisonnement, et au lieu de faire d'éducation sexuelle, à amener à la découverte de l'amour, la rencontre philosophique avec autrui. Et dans toute cette construction-là, donc de relations humaines, de comportement, eh bien, il y aurait dû y avoir, et il devrait même, et vous exister, un volet spécial sur l'alimentation et l'explication de, pas seulement 5 fruits et légumes, mange pas trop gras, trop sucré, trop salé, ça c'est bidon. Quelque chose de plus concret. Vous voyez ? Et didactique, qui expliquerait les oméga 6, oméga 3, les lipides, les glucides et bien d'autres choses encore pour l'alimentation. Afin de nous faire comprendre notre impact sur la société et surtout, eh bien, comme je vous parlais de relations humaines, montrer la disposition dans laquelle il faudrait se mettre, hein, les conditions ni plus ni moins, pour avoir des enfants en bonne santé, en tout cas donner toutes ses chances. Aujourd'hui, on en voit beaucoup, avant même d'avoir des rapports, ils mangent tout et n'importe quoi, ils prennent pas soin de leur santé. Donc quand ils ont un rapport sexuel non protégé, consenti bien évidemment, et qu'ils sont avec leur femme et qu'ils ont un enfant, que se passe-t-il après ? Bien, le môme, il naît déjà avec des tares. Parce que ses parents, déjà la semence du père, eh bien, il n'avait pas fait attention à son alimentation, elle a pu être impactée, et la mère, au long de sa grossesse, a fait tout et n'importe quoi en se gavant de produits chimiques, remplis de pesticides, d'additifs. Et il devrait y avoir... Alors je sais qu'il y a quand même un suivi, hein, parce qu'ils leur disent aux femmes enceintes, ne consommez pas de saumon, de certains poissons, c'est mauvais pour vous, surtout les poissons crus, mais il devrait y avoir un meilleur accompagnement. Et y compris dans la période qui précède l'acte. Parce que c'est pas parce que tu manges bien sur une semaine que ça y est, ta génétique elle s'est remise dans le droit chemin. Non, c'est une question de durée. 6 mois, 1 an, peut-être 2 ans. En fait, se mettre dans les meilleures dispositions pour avoir un enfant en bonne santé. Or, aujourd'hui, personne se questionne. La responsabilité, ça passe au-dessus des gens, quoi. L'enfant naîtra comme ça. Alors oui, il y a la volonté de Dieu, oui, il y a la puissance de Dieu. Hein. Je ne dis pas que seul l'homme fait l'homme. Mais il y a quand même quelque chose. On en paye les conséquences de nos finalement, actions, de nos causes. Alors, il y avait ceci. Après, j'explique la différence oméga 6, oméga 3. Et nous, on va à la page 122. Donc là, on est à nouveau dans un autre chapitre. C'est le chapitre 5. Et je vous laisserai quelques pages en suspense parce que je vous avoue que je ne l'ai pas terminé en plus ce livre, pour être honnête. Même s'il est petit, je ne l'ai pas fini. Donc, l'État ne joue pas son rôle de garant des deniers publics. Le principe pollueur-payeur, pourtant désormais constitutionnel, est donc sans cesse bafoué en France. Le très vénérable Conseil d'État n'hésite pas à écrire noir sur blanc dans un récent rapport sur l'eau que l'agriculture, je cite, bénéficie d'une situation historiquement dérogatoire. Elle occasionne des pollutions très importantes qui contrarient les efforts nationaux d'amélioration de la qualité de l'eau et valent à la France des poursuites et des condamnations répétées par les autorités communautaires. On prend des amendes parce que les agriculteurs polluent l'eau du fait, entre autres, qu'ils aient des terres de maïs, de cette culture-là, financées par la PAC, par la directive de l'Union européenne, elle-même, du coup, qui va après se saisir de la pollution et nous dire là, vous ne respectez pas. On vous met des amendes. On marche sur la tête. C'est du grand n'importe quoi. Là, on n'est pas dans le grand Mendes, hein, non, non. Pourtant, elle continue, voyez-vous, à accéder à l'eau potable et à l'eau brute à un prix qui ne couvre pas les coûts. Ce n'est pas tout. Comme le souligne fort judicieusement le Conseil d'État, je cite, « Les agriculteurs ont en outre été dispensés de fait du paiement des redevances de pollution, de dépollution même normalement, dues aux agences de l'eau, tout en bénéficiant de leur aide. » Fin de citation. Quelques chiffres. Donc, durant la période 1997 à 2002, l'agriculture n'a contribué qu'à hauteur de 1,2%
aux dépenses de dépollution réalisées par les agences de bassin tout en bénéficiant de 9,5% des aides. J'avoue, commence à fatiguer un petit peu. Fin de journée, donc ce sera bon pour ça. Pour ce livre, j'espère quand même avoir été assez audible. Il y a de toute façon le direct qui fait que je ne vais pas couper, enregistrer certains mots mâchés, hein, c'est bon. Et dans la gauche caviar, en dessert, j'espère que vous arriverez à digérer toutes ces informations, hein, si on reste dans le jeu de mots. J'ai bien apprécié le début de ce livre quand ils nous disent « gauche caviar ». Alors pourquoi lui consacrer un livre à cette gauche-là? Parce que ce phénomène superficiel exprime une réalité profonde, parce que ce petit groupe joue un grand rôle, parce que dans l'histoire politique de la France et même de l'Occident, cette gauche chic et décalée a souvent fait la différence dans le jeu politique, parce que les modes, on le sait bien, renvoient à des évolutions profondes des sociétés, et que l'émergence d'une gauche caviar qui est, depuis 2 siècles, de tous les temps et de tous les pays, permet de mieux comprendre ce qui s'est passé dans nos sociétés injustes et prospères. Pour peu que l'on prenne en considération cette dernière, on s'apercevra qu'elle est un sujet historique. En grec, puis en français, cela s'appelle un oxymore, une expression qui réunit, pour produire un effet rhétorique, 2 termes incompatibles, comme l'obscure clarté ou encore les soldats de la paix. Gauche caviar est le symbole de la richesse que l'on accole au camp des pauvres. Le caviar a beau venir de Russie, longtemps patrie du communisme, il dénonce son aristocratie de l'argent. Il est onctueux, long en bouche, doux et fort à la fois, et surtout hors de prix. Il est une ambroisie pour divinité terrestre, un nectar pour propriétaire. Et pourtant, il rehausse ceux qui l'acquièrent. Il va mal aux nouveaux riches, qui le consomment à la louche, alors qu'il faut le déguster sans hâte, avec un bon alcool sec, sur un blini finement nappé de beurre fondu, en faisant rouler chaque grain sous sa langue. Le caviar annonce les soirées brillantes et drôles, les lustres scintillants, les mots d'esprit et les décolletés profonds. Son goût est corsé, mais sa texture est lisse. Il est tout de profondeur et de légèreté. Pour cette raison, parce qu'il renvoie à des siècles de raffinement sans après, de luxe sans affection, un peu comme le champagne ou le bon Bordeaux, mais plus rare, il n'est jamais tout à fait détesté par le peuple. Donc ça c'est pour imaginer cette gauche qui trouve des votes dans le peuple, alors qu'elle est uniquement dans le caviar, dans la luxure. Elle vit aux dépens des autres. Et c'est cette gauche qui veut nous parler de l'environnement, mais qui en même temps veut favoriser, voyez-vous, à diminuer le prix des denrées alimentaires. Et ce genre de choses, en fait, des aberrations, des oxymores, des mots assemblés ensemble alors qu'ils sont contradictoires. Donc prochainement, vous aurez celui-ci, Histoire de la gauche caviar. Pour aujourd'hui, on a fait ces deux-là. Et prochainement, on va se retrouver pour bien d'autres choses. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. J'essaye de travailler notamment sur mon élocution, sur le rythme que je pourrais donner aux vidéos, mais ça prend du temps. Et au niveau de la lecture, normalement, c'est potable. Sur des dizaines de paragraphes, qu'il y ait 1 ou 2 mots écorchés, je pense que c'est acceptable. Merci pour votre écoute. 1h03, c'est parfait. La vérité est notre avenir. En chrétien, on sait que nos valeurs sont ancrées et que notre victoire est assurée. À bientôt.